L'actualité dans le monde et en République démocratique du Congo fait de nous chevaliers de la plume, du micro et de la caméra, esclaves de faits et des événements majeurs qui prennent corps dans la société humaine. Aujourd'hui encore, au nom de l'actualité, nous nous retrouvons sur ce plateau de Duel. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces grands rendez-vous que vous propose Six Télévision. Nous sommes donc lundi 13 mai 2024. Vous comprenez que la semaine s'ouvre et nous l'ouvrons ensemble avec vous et avec nos deux invités sur ces plateaux qui vont se cogner autour des questions majeures qui touchent la vie de notre pays, des questions qui sont présentées ici sous forme de thématiques. Il y en a trois. Nous allons parler de la gestion des finances publiques en RDC. La question, quelle politique pour décourager le vol des deniers publics? Certaines opinions racontaient que, surtout depuis que ce pouvoir est en place, ça part en millions. Même Papa Molière Nembalemba l'avait dit, nombreux le disent, ça part toujours en millions. Le chef de l'État fait confiance à ses collaborateurs, mais ces derniers le déçoivent. Pourquoi? Quelle est la machine, quelle est la politique qu'il faut appliquer pour sécuriser l'argent de l'État, pour sauver les deniers publics? Deuxièmement, nous allons parler de la probable révision constitutionnelle, révision, modification ou changement. Tout s'est dit. Pourquoi ça devient une préoccupation majeure pour cette législature? Autrefois, on n'en parlait pas avec sévérité, comme c'est le cas aujourd'hui, d'où, on se pose la question, à qui profiterait une telle réalisation? Est-ce que à Félix Tshisekedi pour ouvrir d'autres opportunités de mandats à venir? Est-ce à ses collaborateurs directs qui voudraient rester tout le temps au pouvoir, que certains opposants considéreraient comme la mangeoire, afin de se faire l'argent de la République de manière sempiternelle? Est-ce que ça va profiter à la République démocratique du Congo? Et n'oublions pas que la RDC est considérée comme cette gâchette du revolver Afrique, selon Frantz Fanon. Est-ce que ça profitera aussi à l'Afrique qui attend beaucoup de la République démocratique du Congo? Et enfin, nous allons parler de gestion des conflits entre la République démocratique du Congo, notre pays, et la République du Rwanda. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi doit prendre en compte dans sa politique de réglementer ou de régler ce problème conflictuel qui oppose ces deux nations sœurs au départ, mais aujourd'hui qui vivent dans une situation de frustration l'une contre l'autre? C'est plus la RDC qui accuse, parce que la RDC est la victime. Voilà donc, ces trois thématiques seront développées au cours de cette émission et sont là pour répondre à nos questions. Ces deux Congolais braves. Aujourd'hui, on inaugure avec la présence féminine depuis que nous présentons cette émission Les Duels. Raison pour laquelle je commence par présenter Madame Sarah Sombe Baende. C'est la première invitée que nous avons. Le deuxième invité, c'est Monsieur Marius Mabulama. Mubalama. Sarah Sombe Baende, elle est cadre du parti politique ADH. Vous comprenez que c'est le parti cher à Monsieur Jean-Claude Baende. Et Marius Mubalama, lui, il est analyste politique. Ensemble avec vous, nous recevons nos invités. Nous commençons par la femme. Bienvenue, Madame Sarah Sombe Baende. Merci, Monsieur Benza. Je suis vraiment honorée d'être votre invité de ce jour ici. Alors, pour commencer, je vais dire bonjour à mon président national, l'honorable Jean-Claude Baende, là où séjourne. Bon, il est ailleurs, il n'est pas ici au pays sur place, mais il sera de retour, je pense, dans une semaine. À peine élu. Mais c'est justement pour trouver des solutions en ce qui concerne la République. Très bien. Alors, j'ai dit également bonjour à toute la population congolaise, beaucoup plus à nos mamans qui sont à l'Est, qui sont victimes de viols, de la guerre et tout et tout. Et également, j'ai dit bonjour à toutes les personnes qui nous aident comme ça à pouvoir réaliser cette émission. Je pense que le débat sera républicain parce que nous sommes venus faire un débat républicain. Très bien. Voilà.
Merci madame, une fois encore bienvenue à vous. Marius Moubalama, bienvenue à vous. Merci beaucoup monsieur Benz. Merci pour cette invitation, la énième fois que vous me lancez pour participer à ce grande émission qui est aussi suivie à travers la République. Permettez-moi de commencer par saluer nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Mais je voudrais signaler ici que nous qui sommes au plateau, nous ne devons pas nous considérer comme plus intelligents par rapport à ceux qui sont en train de nous suivre. C'est pourquoi nous avons intérêt à élever le niveau de notre débat pour éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de nos téléspectateurs. Merci pour ce beau cadre que vous m'offrez, en fait de discuter pays, de partager avec Madame Baende, que je salue. Je salue à Pansa. Et avec qui j'espère que nous allons avoir un débat républicain pour la bonne marche de notre pays. Très bien, merci beaucoup. Je vous donne ici l'occasion de faire d'abord chacun son introduction à travers ce qu'on appelle également effectivement le biscuit. Et puis donc nous allons prendre le corps de l'émission avec les sujets prévus pour aujourd'hui. Madame, vous avez un biscuit? Je pense pas. Très bien. Marius, un biscuit? Non, vous savez que le pays va mal à tous les niveaux. Dans nos provinces, il y a eu une très grande déception après l'élection de sénateurs et de gouverneurs. La déception est que ce sont les députés provinciaux qui détenaient à main la destinée de nos provinces durant le 5 ans ici et le reste des années à venir. Mais malheureusement, nous avions vu comment est-ce que la corruption a bâti son plein dans toutes les provinces et on nous a présenté, n'est-ce pas, des gouverneurs qui n'étaient pas, les gouverneurs dont la population n'entendait pas. Et vous allez comprendre que vous allez comprendre déjà par là que un gouverneur qui n'a pas l'approbation populaire, qui n'est pas accompagné par la population, il aura toujours du mal à gouverner et surtout ceux qui seraient élus par corruption, ils ne vont pas travailler pour le bien-être de la population. Le sénateur, mêmement, vous savez que le sénateur, il représente la province au niveau des institutions ici dans la capitale. Mais est-ce que les sénateurs qui sont élus sont-ils aussi acceptés par la population? Ça, c'est la grande question. Depuis, aussitôt qu'ils ne sont pas acceptés par la population et aussitôt qu'ils sont là suite à des corruptions qu'on a décriées dans toutes les provinces, j'estime que ces gens-là ne vont pas porter, n'est-ce pas, solution aux problèmes qu'il y a dans toutes les, je dis bien dans toutes les provinces. Il n'y a aucune province aujourd'hui qui ne soit pas une province à problème. Qui ne soit pas une province à problème. Et c'est vraiment une grande déception, une très grande déception de voir au moment où nous étions en train d'attendre le changement et que nous puissions avoir des institutions fortes et solides. Aujourd'hui, la réalité nous montre que ce dont à qui nous avions placé confiance, les députés provinciaux, ont encore une fois de plus déçu la population congolaise à leur octroyant un Sénat et des gouverneurs qui ne seront pas, n'est-ce pas, à la hauteur des problèmes que nous avons. Les problèmes sont partout. Si nous parlons particulièrement de la ville de Kinshasa, vous allez voir que les problèmes est assez grave. Et cela à tous les niveaux. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, rien ne marche à Kinshasa. À Kinshasa, il n'est plus facile aujourd'hui de quitter à la maison avec 5 000 francs avec l'espoir d'y retourner. Sinon, vous allez avoir honte. Mais avec le salaire, vous voyez, c'est ça, c'est très compliqué. Quand vous roulez, même si vous avez un véhicule, les embouteillages, vous vous êtes plaint que non, les invités arrivent en retard sur le plateau de télévision. Mais messieurs les journalistes, vous savez que il n'est pas difficile de répondre à un rendez-vous si vous quittez à la maison 1 heure avant le rendez-vous. Donc il y a des problèmes à tous les niveaux et ce sont ces problèmes-là auxquels on attendait à ce que le gouvernement qui seront mis en place, les gouverneurs qui seront mis en place et les sénateurs qui représentent les intérêts de la province allaient trouver des oiseaux rares pour répondre à ces problèmes-là. Mais malheureusement, tel que la situation se dessine déjà, ça laisse à désirer et ça nous amène à perdre vraiment l'espoir. Très bien. Merci Marius Moubalama. Vous avez dit que toutes les provinces du Congo sont des provinces à problème. Et pour trouver des solutions à ces problèmes, il fallait des élus responsables. Nous avions élu des députés provinciaux, lesquels n'ont pas doté la République des sénateurs et des gouverneurs responsables et susceptibles d'apporter le changement dans ce pays. Madame, vous avez un commentaire?
par rapport à ça? Ben, non. Très bien. Alors, nous prenons notre premier sujet. Gestion des finances publiques en RDC. Quelle politique pour décourager le vol des deniers publics? Pendant 8 minutes, nous allons écouter Madame Sarah Sombe Baende. Merci beaucoup, cher Benz, pour la parole. Je pense que le problème est vraiment profond. Mais moi, je pense que pour décourager ces genres de pratiques, il doit y avoir les audits. Alors, pendant ces audits, si réellement on constate qu'il y a eu détournement, l'IGF doit faire son rapport et comme ça, la justice doit se saisir du dossier et la justice doit agir objectivement sans avoir de parti pris. Mais si nous restons dans cette justice-là qui est remplie de beaucoup d'opacité, si nous restons dans la justice de 2 poids 2 mesures, ça nous sera presque impossible de pouvoir décourager ces genres de comportements dans notre pays. Voilà où je rejoins le président de la République, là où il a dit que la justice de notre pays est malade. C'est évident. Mais aussi, j'aimerais rappeler à notre président de la République que c'est lui qui est le magistrat suprême. Et on est magistrat suprême, je pense que le président de la République, en ce qui concerne le détournement dans notre pays plutôt, le président de la République doit être ferme. Il doit être rigoureux. Il ne doit pas agir, bien même que le président, je sais que le président de la République ne peut pas, au fait, s'imposer dans la justice de notre pays, mais au moins, il a aussi sa part de partition en restant ferme et rigoureux. Il ne doit pas agir avec beaucoup d'opacité, avec beaucoup de complaisance. Parce que aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Nous avons l'affaire 100 jours avec Vital Kamerhe. Nous avions tous vu comment l'affaire a commencé, comment ça a pris fin, vous voyez. Vital Kamerhe a été devant la justice, Vital Kamerhe a été condamné. Mais après, Vital Kamerhe a été acquitté. Mais la question que je me pose, l'argent des contribuables congolais a été retourné dans la caisse? Non. Mais aujourd'hui, vous verrez que Vital Kamerhe continue d'assumer au fait des grandes responsabilités au sommet de notre pays. Moi, je pense que dans des pays de personnes normales, une personne qui a eu à détourner le fonds public, une personne qui a eu à mettre sa main au fait, bref, comme j'étais en train de dire, une personne qui a eu à détourner l'argent qui est destiné à faire des choses qui sont profitables pour la population, cette personne-là, normalement, ne doit plus se retrouver dans des postes ou dans des responsabilités au sommet de notre pays. Mais c'est ce qui s'est fait au fait dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons encore le cas Willy Bakonga. Aujourd'hui, Willy Bakonga est un homme libre, vous voyez. Mais cependant, l'argent du contribuable congolais est parti comme ça, sans retourner. Donc, je vais dire que la justice doit aider notre pays. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, pour cette fois-ci, le président de la République doit vraiment être très attentif par rapport à son choix en ce qui concerne les ministres et tout et tout. Parce que je l'ai toujours dit que le président de la République, c'est quelqu'un qui est animé d'une bonne volonté de pouvoir faire. Parce qu'on attend de parler, vous pouvez sentir en lui cette volonté-là de pouvoir faire mieux pour ce pays. Mais il se pose un problème, c'est qu'autour de lui, il n'y a que des détourneurs. Autour de lui, il y a que des gens qui ont travaillé avec Mobutu à l'époque. Ils ont travaillé avec Kabila Mouzé, ils ont travaillé avec Kabila le père. Aujourd'hui, ils sont avec lui, mais à la fin, ils n'ont rien foutu pour l'épanouissement ou encore pour l'émergence de notre pays. Vous allez même voir que si vous allez plus loin, vous verrez que ces gens-là ont été accusés d'avoir détourné. Ils ont été plusieurs fois des rebelles et tout. Mais aujourd'hui, ils sont toujours là. Aujourd'hui, nous parlons de l'affaire Peter Kazadi. Où je vais dire, c'est... Bon, je sais Nicolas pas, Nicolas plutôt, excusez-moi, c'est un lapsus. Aujourd'hui, nous parlons de monsieur Nicolas Kazadi, qui a eu à détourner l'argent qui a été destiné pour... Par exemple, si nous allons parler de l'affaire forage, moi, j'ai toujours dit que dans ces pays, apparemment, nos autorités sont malades. Parce que... Comme la justice elle-même. Oui. En fait, je n'arrive pas à comprendre. Nous avons en fait la régie des eaux dans notre pays qui est là
pour nous donner de l'eau potable. Vous allez voir que la régie des eaux demeure malade. Parce que déjà, au départ, la régie des eaux... Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui acquisent la régie des eaux. Ouais, c'est une évidence. Mais aussi, nous ne devons pas oublier que les tâches sont partagées, en fait. L'État a aussi sa grande responsabilité parce qu'il doit s'assurer à ce que la régie des eaux fonctionne normalement. Mais pourquoi ils se sont décidés de décaisser autant de millions pour faire des forages alors que nous avons la régie des eaux? Ils pouvaient plutôt prendre cet argent-là, donner à la régie des eaux, afin que nous puissions, la régie des eaux puisse avoir une bonne fonctionnement. Vous voyez? Voilà pourquoi je dis que dans notre pays, les autorités sont malades. Ils n'arrivent pas, au fait, à déceler les priorités. Ils vont dans tous les sens, au fait. Ils sont éparpillés. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, Nicolas Kazadi a eu à détourner l'argent. Et vous allez voir que la somme dont nous faisons allusion ici, ça a été décaissé d'une manière en mode d'urgence. C'est-à-dire que ça n'a pas suivi la ligne des dépenses normales. Nicolas Kazadi a juste donné l'injonction à la banque centrale de pouvoir décaisser l'argent sans passer dans des contrôles et tout et tout. Alors, cela nous laisse croire que Nicolas Kazadi a eu à faire au fait cette affaire avec beaucoup d'opacité. Et moi je pense, mes propos n'engagent que moi, je vais dire que Nicolas Kazadi c'est un prédateur, c'est un voleur et c'est quelqu'un qui mérite la prison. Parce que ici je vais dire quoi? Ces projets ne datent pas d'aujourd'hui. C'est quand même douce, hein, madame. Ça n'engage que vous, mais ce sont des propos bien forts. Sûr. Mais qu'est-ce que nous... D'ailleurs, j'ajoute qu'il est criminel. Parce que quelqu'un, oui, vous savez, il est vraiment égal au M23. Ah bon? Parce que moi, j'ai toujours dit, détourner l'argent du pays, c'est aussi une autre manière de prendre les armes contre son propre pays. Voilà pourquoi j'ai dit que Nicolas Kazadi mérite d'être en prison. Alors, quelles sont les dispositions que vous prenez avant de continuer au sein de l'Union Sacrée, par exemple? Pour clore, je vais parler aussi de Gilles Alinguet. Pour renforcer en valeur... vos membres, vos camarades qui occupent des postes. J'arrive. J'étais en train de dire ceci. Ce projet ne date pas d'aujourd'hui. C'est un projet qui a commencé avant même Samba Lukonde. Peter Kazadi est venu trouver ces projets sur Nicolas plutôt sur sa table. Alors, le ministre qui était avant Peter Kazadi n'a pas voulu agir allant dans ce sens parce qu'il avait vu qu'il y avait un truc de louche, un truc de flou. Mais Nicolas Kazadi, quand il est venu, il a vu, voilà pour moi l'occasion de pouvoir détourner, de pouvoir se faire autant de millions, je dois agir. Alors, il a fait un effort de rabattre le prix de 400 000 à 270 quelque chose comme ça, pour qu'il puisse satisfaire ses propres besoins, comme ils ont toujours été égoïstes. Ils n'ont jamais pensé... Mais c'est un acte à louer parce qu'il a sauvé la République. Mais qui allait dépenser plus. C'est pour quelle fin, au fait? Vous voyez un peu. Alors, maintenant là, je vais parler aussi de Gilles Alinguet. Et vous chutez par là. Oui, moi j'ai toujours dit que le président de la République ne doit pas faire totalement confiance à Gilles Alinguet. Parce que, en voyant ces actes, je me suis toujours dit que ces messieurs doivent être des mèches avec les gens qui détournent aussi l'argent du contribuable. Et pourtant, c'est lui le gendarme financier, c'est lui qui met à nu tous ceux-là qui détournent. J'aimerais dire que, en fait, Gilles Alinguet souffre de ce qu'on appelle syndrome d'imposteur. Ça consiste en fait à ne pas bien comprendre en fait son rôle ou son travail. Mais cela ne date pas longtemps, ça ne traîne pas longtemps. Mais en ce qui concerne Gilles Alinguet, je pense que ça tire vraiment à la longueur. Mais il est aussi limité, ce n'est qu'un inspecteur. Regardez, parce que lui, son travail, c'est d'auditer, c'est de contrôler, de faire un rapport. Si réellement, il ne s'acharne pas sur Nicolas Kazadi, il aurait dû faire un rapport et à ce temps-là, la justice aurait dû, au fait... s'impliquer, vous voyez, parce que en termes si j'essaye de pousser mes réflexions ou encore de faire reculer un peu mes réflexions, vous allez voir qu'il n'y a pas longtemps ici, Nicolas Gilles Alinguet a eu des différends avec Tony Mwaba. Et qu'est-ce que Tony Mwaba veut dire? Si Gilles Alinguet continue de me faire chanter, je vais le mettre à nu. Il voulait nous dire quoi en fait? Ça veut dire que Gilles Alinguet a toujours été des mèches avec les gens qui détournent ce pays. Maintenant l'affaire c'est que si ça tient, là on est dans le calme. Si ça ne tient pas,
Gilles Alinguetti se met à s'acharner donc vous avez sur les autres. l'impression que Voilà quand l'IGF ne trouve pas son compte Madel, dans un dossier financier, c'est alors qu'il met à nu le dossier. Exactement. Avec Madame Adèle Kaïnda, ça a été la même chose. Donc moi je pense que Gilles Alinguetti, moi j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, mais aussi je laisse une marge de manœuvre en croyant que Gilles Alinguetti aussi est de quelque chose. Alors le président de la République ne doit pas faire totalement confiance à Gilles Alinguetti. Il doit y avoir aussi le contrôle sur la manière de gérer l'IGF par M. Gilles. Donc si je comprends bien, même l'IGF doit être aussi audité. Exactement. Bien, merci. Nous allons faire appel soit à Poipan, soit à Dou Jésus Beledou. Il y en a nombreux, hein, des communicateurs qui parlent, qui expliquent l'œuvre de l'inspecteur général des finances. Mais est-ce que c'est possible, M. Benz? Comment l'IGF peut même payer les communicateurs pour tirer sur Nicolas Kazadi? Est-ce que vous avez des preuves qu'il a payé les communicateurs? Soit les communicateurs sont en train de faire le boulot que font les militaires. Un militaire, on ne le paye pas spécialement pour assurer la sécurité. C'est son boulot, c'est son apostolat. Monsieur Ben, je communique pour le parti ADH. C'est parce que j'ai eu mandat auprès du président national du parti ADH. Allez-y comprendre. Bien, merci. Marius Moubalama, vous avez aussi 8 minutes pour réagir. Quelle politique pour décourager le vol des deniers publics en République démocratique du Congo? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'ai suivi avec beaucoup d'attention Madame Baende Sombe. Merci. Je voulais d'abord l'identifier s'il est il est à l'Union Sacrée, leur parti, ou bien de... Elle est à l'Union Sacrée. À l'Union Sacrée. Alors il faut comprendre que l'Union Sacrée c'est un conglomérat, n'est-ce pas, de détourneurs. Parce qu'elle vient de l'ADH. Les gens de l'ADH, parti de Jean-Claude Baende, ne sont pas mieux placés, n'est-ce pas, pour donner des leçons à d'autres personnes. Baende a été gouverneur, n'est-ce pas, a été gouverneur de l'Équateur. Est-ce qu'il est sorti par la grande porte? Il faut remonter un peu l'histoire. Il est sorti par la petite porte. Il a été chassé. Pourquoi? Par la mauvaise gouvernance. Et du coup, je vois madame ici venir parler, en train de donner des morales. En plus, elle a de se contredire. Et elle tire sur Nicolas Kazadi. Elle tire sur M. Alinguetti. Il revient soutient encore Nicolas Kazadi. Donc on ne comprend pas. Et c'est ça le comportement. Vous allez donc ça. Vous ne m'aviez pas bien saisi. C'est ça le vous comportement. Étiez ailleurs pendant que j'étais en train d'argumenter. C'est ça le comportement qu'il y a à l'Union Sacrée, le désordre. Mais il n'est pas interdit pour un membre d'un parti ou d'une formation politique. L'Union Sacrée n'est pas une machine à dictature, s'il vous plaît. Je voulais dire ceci, que les gens de l'Union Sacrée ne doivent pas venir ici, sur le plateau, commencer à distraire la population, à s'entremanger entre eux. Je reviens sur la question que vous avez posée par rapport à la gestion du pays, la gestion des deniers publics du pays. Vous savez, sur le plan légal, nous avons tous les instruments possibles pour assurer un bon contrôle des fonds publics. Et vous allez vous rappeler qu'à l'époque de la FCC, c'est tout le monde, à l'époque du cash, qui louait, n'est-ce pas, l'action de Gilles Alinguetti. Surtout après l'arrestation de Vital Kamerhe, Gilles Alinguetti était considéré comme le sauveur, ou bien la personne qui incarnait, n'est-ce pas, la politique dans le domaine des finances du président Félix Tshisekedi. Et moi, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'Union Sacrée, j'ai vite compris que... Il faut dissocier Gilles Alinguetti de l'Union Sacrée. Non, Gilles Alinguetti, c'est un acteur apolitique. Mais c'est un fonctionnaire de l'État. Le politique de l'Union Sacrée de son temps l'avait soutenu. Pourquoi? Parce que Gilles Alinguetti était en train d'auditer, n'est-ce pas, la même gestion des anciens, en fait, des caciques du IFCC, qui aujourd'hui se retrouvent dans l'Union Sacrée. Donc, Jean-Claude Baende. Donc on le regarde plus du même œil qu'on le regardait hier. Aujourd'hui, tellement qu'il reste dans sa ligne de conduite, M. Gilles Alinguetti, il ne voit pas FCC, il voit les gestionnaires des deniers publics. Et il contrôle, et il fait son rapport. Ce sont maintenant les mêmes sociétés de l'Union Sacrée qui sont maintenant en train de gouverner, de gérer les choses publiques, qui s'attaquent maintenant à Alinguetti et ils veulent manger du cru. Monsieur Gilles Alinguetti. Le monsieur Gilles Alinguetti. Il a même dit qu'il tâcherait de devenir ministre des Finances. S'il vous plaît, monsieur, permettez-moi de bien réfléchir et de m'interrompre.
À ce qui me concerne, moi. On doit toujours vous relancer, hein, c'est mon plateau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. M. Gilles Linguetti fait très bien son travail. Mais le comble est que, n'est-ce pas, le gouvernement, l'Union sacrée, ne l'accompagne pas dans ce travail-là. Et il n'y a pas que Gilles Linguetti. Donc tu crois qu'il travaille les mains liées? Non. Quand déjà il fait le rapport sur ce qui se passe au ministère des Finances, et que les sociétaires qui soutiennent, n'est-ce pas, le ministre s'attaquent à lui, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais le problème que moi j'ai des niches, n'est-ce pas, que je peux dire de l'IGF, c'est que l'IGF n'a pas besoin de rendre public, n'est-ce pas, son rapport. Lui, il travaille, il constate et il dépose acquis des droits son rapport. Donc, la justice. Quitte à la justice de s'enquérir de la situation et appeler les concernés pour présenter ses moyens de défense. Mais malheureusement, à l'IGF, on alerte la presse, on alerte tout le monde, ça permet que celui qui est présumé détourneur ou quoi que ce soit, il prend aussi ses gardes et il se défend. C'est ainsi que vous allez voir dans les médias, entre les gens de l'Union sacrée, en train de se jeter les mots. Vous l'avez suivi ici, vous avez suivi ici, madame Sombe, comment est-ce qu'il jette il s'attaque à monsieur Nicolas Kazadi et à monsieur Gilles Linguetti. Je disais que nous avons tous les instruments possibles pour gouverner nos finances. Il n'y a pas que l'UGF. Il y a la Cour des comptes, n'est-ce pas? La Cour des comptes, est-ce que la Cour des comptes fait aussi son travail comme il se doit? Au-delà de la Cour des comptes, il y a la Direction générale de contrôle des marchés publics. Ça, c'est une direction qu'on trouve au ministère de budget. Ça se passe comment ici? Ça veut dire que quand un ministère, donc quand une structure ou une entreprise publique a besoin, veut passer des commandes ou bien a besoin de l'argent, il établit son état de besoin qu'il dépose au ministère de budget. Et c'est cette direction ici, avec l'ARMP, Autorité de régulation des marchés publics, qui évalue la nécessité ou bien les besoins d'exécuter tel ou tel autre marché. Il donne son approbation. C'est à l'issue de son approbation que le ministre, n'est-ce pas, peut maintenant passer maintenant des demandes d'argent au niveau du ministère des Finances. Maintenant, moi je me dis, aujourd'hui on s'attaque au Nicolas Kazadi, parce que c'est lui qui a donné l'ordre. Maintenant, l'aval, pour que l'argent soit décaissé, est-ce que c'était passé à la Direction générale de contrôle des finances, de marchés publics? Est-ce que c'était passé à l'autorité de régulation des marchés publics? Oui. Parce que régulation des marchés publics ici, on regarde. Parce que quand il y a, par exemple, le marché de forage, on ne peut pas attribuer ça à ce n'est pas un marché à attribuer de gré à gré. On doit faire l'appel d'offres. Et celui qui le mieux offrant, c'est lui qui donne le bon prix et c'est celui-là qu'on sélectionne. Mais ici, le prix d'un forage, ça lève à combien? À plus de 250 000 $ par forage. Ça, c'est très grave. Maintenant, qui a autorisé que ce marché aille à la Banque centrale, que ce marché soit financé? Il faut aussi interroger l'ARMP, il faut aussi interroger la direction générale de contrôle de finances. Et il faudrait aussi que la Cour des comptes fasse son travail pour évaluer, pour équilibrer ce que IGF dit et ce que le ministère, et ce que comment on appelle ça, la Cour des comptes dit. Mais c'est déplorable que dans un pays où nous sommes en pleine guerre, qu'on puisse décaisser de l'argent, n'est-ce pas? Là où il y a aussi une société nationale de la Régie des eaux. Parce que ce marché est passé en dehors de la Régie des eaux. Qu'un marché de telle vigueur soit passé sans que ces deux directions dont je viens de citer ici ne soient pas informées. Et aujourd'hui, il y a maintenant deux camps au sein de l'Union sacrée qui se dessinent. Il y a un cas qui soutient M. Linguetti, il y a un autre cas qui soutient M. Nicolas Kazadi. Ils sont tous de la même famille. Pour les uns, il a détourné. Pour les autres, il n'a pas détourné. Pour les uns, Linguetti fait bien son travail. Pour les autres, Linguetti ne fait pas bien son travail. Mais finalement, qui travaille bien pour le pays? Et vous allez voir que ce sont ceux-là qui travaillent bien pour le pays. Généralement, ce sont ceux qui sont indexés. Il a relevé ici Vital Kamerhe, le dossier de Vital Kamerhe. C'est bien bon. Mais nous avons tous suivi le procès de Vital Kamerhe, du début jusqu'à la fin. Nous avions également aussi suivi la déclaration du président de la République par rapport à ces procès 100 jours-là. Le président de la République nous a relevé que ce projet, à l'époque de Vital Kamerhe, le projet était exécuté à 83%. Qui dit vrai? Et c'est nous la population, ou bien la clémère publique qui a dit que non, Vital Kamerhe a détourné l'argent?
ou bien le chef de l'État qui a dit que non, le projet 100 jours a été exécuté à 83%. Parce que madame a évoqué ici M. Vital Kamerhe. C'est pourquoi monsieur... Vous chutez par là. Non, non, vous m'avez donné 8 minutes, je ne suis pas encore à 8 minutes. Vous êtes déjà à C'est 7 pourquoi minutes. je voudrais dire ceci. La justice doit être indépendante. La justice doit être libre. Parce que quand la justice est libre, il va faire son travail en âme et en conscience. Ça veut dire que quand l'UGF fait son rapport, il dépose, n'est-ce pas? Il dépose à la justice prendra aussi soin d'étudier cas par cas et inviter la personne concernée pour l'écouter. Et quand la justice constate qu'il y a des cas flagrants, alors qu'il passe, qu'on nous amène encore dans une situation de procès public et que les détourneurs soient condamnés. Et c'est là que vous allez voir que d'autres personnes vont commencer à avoir peur. Parce que le gouvernement ici, le pouvoir de Fati, c'est distingué dans un laxisme qui ne dit pas son nom. Tous ceux qui ont été condamnés à l'époque du FCC Cash, dans les questions de détournement, il a parlé de Willy Bakonga et compagnie. Tous sont dehors. Et la plupart sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale et d'autres des sénateurs. Et la majorité, ils sont membres de l'Union sacrée. Ça veut dire que l'Union sacrée garde au sein de lui des détourneurs. Il garde au sein de lui des voleurs. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui vont revenir encore comme ministres, qui vont revenir encore de PDG, qui vont revenir encore de PCA. Et du coup, nous serons en train de tourner à rond. Nous n'allons pas avancer. Ça veut dire qu'on doit laisser l'UG faire bien son travail. On doit laisser la Cour des comptes faire bien son travail. On doit laisser dans le domaine de passation de marché public, l'ARMP et la Direction Générale des Contrôles de Marché Public être libres. Et c'est par là qu'on sait conserver le moyen ou bien l'argent de l'État. Parce que si la Direction Générale des Contrôles de Marché Public et l'autorité de régulation de marché public ne donnaient pas l'aval, n'a pas donné l'aval à ce que ces marchés-là soient exécutés, l'argent ne serait pas sorti. Parce que monsieur le ministre des Finances n'allait pas avoir le pouvoir de faire sortir l'argent à la Banque centrale. Ça veut dire qu'il y a toute une chaîne qu'il faut interroger et savoir comment ça s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation-là. Et seulement pas question d'interroger, mais également de juger le malfrat. Comme a dit madame, là je suis d'accord avec eux, ce sont des criminels au même niveau que Makenga, au même niveau que tous ceux qui sont dans M23. Ce sont des criminels. Parce que la criminalité, ce n'est pas seulement tuer. Il y a des crimes économiques qui doivent être jugés et condamnés dans ce pays. Messieurs les journalistes, c'est inconcevable. C'est inconcevable que vous voyez un fonctionnaire de l'État qui a un salaire, par exemple, de 1 million de francs congolais le mois, mais qui est en train de vous construire une maison de 4 niveaux. Est-ce que ces signes extérieurs de richesse ne peuvent pas même, n'est-ce pas, interpeller la justice? Les procureurs, ils sont là. Ce sont des petites questions quand quelqu'un de l'opposition passe à la télévision et donne des commentaires. Ce sont des personnes comme ça qu'on poursuit. Mais des gens qui sont en train de s'enrichir illicitement, derrière les gens qui sont en train de mourir à Goma, on n'a même pas pitié de cette population-là. Imaginez-vous qu'une population déplacée dans un camp soit bombardée et qu'on manque les moyens pour les assister. Au-delà d'être bombardé, messieurs les journalistes, il manque même le médicament, il manque même de l'eau potable. Il manque de tout. Mais l'argent de l'État est lapidé à Kinshasa, n'est-ce pas? Est volé à Kinshasa. Et tous ces voleurs-là sont en train de tourner. Merci beaucoup, Marius. La justice, il ne faudrait pas que M. Benza, M. Marius ou bien Mme Sombe aille accuser. Même par clameur public. Vital Kamerhe a été arrêté par comment? C'était juste par clameur public. On a dit, la population a dit, il a été interpellé. Là aussi, on est en train de dire, il y a des choses qui se racontent. Qu'on interpelle les concernés. Bien, merci beaucoup. Et c'est là qu'on dirait qu'il y a état de droit. Il n'y aura pas justice de 2 poids 2 mesures. C'est très grave. Merci. Avec ça, merci Marius. Si vous allez nous amener dans les velléités de revoir la Constitution, alors qu'il y a des questions profondes qui touchent à la vie de la population pour améliorer le contenu. Parce que moi, je suis un militant du bien-être de la population. Marius, je te vois déjà triste. Je te vois très triste. Même ta voix changeait déjà, comme si tu voulais même sortir des larmes. C'est bien. C'est pour la cause de la RDC. Madame, je vous donne 2 minutes pour un petit commentaire à ce que notre compatriote venait de dire. Comme ça, on va prendre un autre sujet. Merci beaucoup, Monsieur Benz. J'aimerais un peu essayer de faire un recadrage par rapport à ce que Monsieur vient de dire concernant l'union sacrée. Et vous avez un triste aussi? Non, non, même pas. Allez-y. Oui.
Alors, je vais dire ceci. Nous sommes de l'Union sacrée, mais aussi je voulais vous faire comprendre que l'Union sacrée n'est pas une machine à dictature. Et moi, personnellement, quand je viens intervenir comme ça dans des plateaux de télé en ce qui concerne mon pays, mes analyses ne sont pas sous-traitées. Je ne réfléchis pas par procuration. En fait, mon président national ne m'impose pas. Je ne suis pas un robot communicant, en fait. Je réfléchis au regard de tout ce qui se passe dans notre pays et c'est par rapport à ça que je prends une position. Ce n'est pas parce que je suis de l'Union sacrée que je dois tout acclamer. Je soutiens le président de la République, certes. Pourquoi? Parce que nous sommes tous dans l'obligation de s'aligner derrière le président de la République, parce que c'est lui qui est le visionnaire. Mais nous ne devons pas, en fait, tomber dans la complaisance. Moi, je l'ai toujours dit que c'est une manière pour moi d'aider le président de la République tout en état objectif, au fait, dans mes analyses. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, je dénonce. Et s'il y a quelque chose qui va bien, je fais quoi? J'acclame. Alors là, je pense qu'on est d'accord. Il a cité aussi Jean-Claude Bayende. Jean-Claude Bayende. Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de ne pas vouloir descendre dans des débats de caniveau parce que, comme preuve que Jean-Claude Bayende a bien géré la province de l'Équateur, depuis 2006, Jean-Claude Bayende a toujours été élu. Aujourd'hui, nous parlons ici, Jean-Claude Bayende est député national. Et il est aussi également député provincial. Ça revient à dire que Jean-Claude Bayende, jusque-là, demeure dans le cœur de la population de l'Équateur. Pour avoir fait quoi? Alors, il a fait beaucoup de choses à l'Équateur. Jean-Claude Bayende est le seul gouverneur qui a eu à construire de grandes routes, en fait, à l'Équateur. Jean-Claude Bayende est le seul gouverneur qui a construit des écoles, qui a construit des hôpitaux. Jean-Claude Bayende demeure le seul gouverneur qui a construit même des morgues, en fait, au sein de cette province-là, vous voyez. Et à l'époque de Jean-Claude Bayende, je l'ai dit, avec beaucoup d'assurance parce que j'étais là à cette époque-là. À l'époque de Jean-Claude Bayende, la population congolaise, la population équatorienne mangeait à satiété. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Et ça, c'est une évidence. Vous êtes journaliste, je pense que vous pouvez descendre là-bas et mener vos enquêtes. Vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Et donc voilà, si Jean-Claude Bayende a été révoqué, c'était simplement parce qu'il y avait conflit entre l'exécutif et les législatifs. Rien à voir avec la mégestion et tout, parce que aujourd'hui Jean-Claude Bayende est élu député national. Ça prouve qu'il est toujours aimé par cette population-là. Bien. Merci madame. Merci beaucoup. Alors, nous prenons notre deuxième sujet du jour. Probable révision. Je veux qu'on ajoute changement ou modification de la constitution de la République démocratique du Congo. La question c'est à qui profiterait une telle réalisation, et je demande à la régie de nous balancer cette petite vidéo que nous avons prévue où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, disait son mot, critiquait l'intention de la révision ou des changements constitutionnels sous le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange. Et c'est sur cette base-là que nous allons amener nos téléspectateurs à réfléchir profondément au sujet de cette thématique que nous voulons aborder. Bon, en attendant que tout est préparé, nous donnons la parole à Marius Moubalama. Vous avez 7 minutes. Dites votre mot. Vous attendez aussi, comme tous les Congolais, un probable changement, révision, modification de la Constitution. Pensez-vous que si l'une de ces 3 choses s'est réalisée, ça profiterait au peuple, à un camp politique, à la nation congolaise, ou comment? Marius. Merci, monsieur Benz, encore une fois de plus. Vous comprenez que la situation du pays, par moment, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur et par moment, ça nous amène de quitter hors de nous. Par rapport à la révision constitutionnelle, je vais rappeler ici que le chef de l'État a été élu depuis le 20 décembre. Il a prêté serment, je crois, le 20 janvier, si j'ai bonne mémoire. Il lui a fallu 3 mois pour 3 ou 4 mois comme ça pour nommer la première ministre, Madame Toulouka.
Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes au mois de mai, il n'y a pas de gouvernement. Et il profite de cette situation ici, qui est entretenue par l'Union sacrée aujourd'hui, en fait de nous parler de la révision constitutionnelle ou bien de changer la constitution. Vous allez vous rappeler jadis que quand ça n'allait pas au pays, c'est l'FCC qui était pointé du doigt. Et il nous avait été dit qu'une fois le président Félix a tout le pouvoir, a les députés à l'Assemblée nationale, tout ira comme sur les roulettes. Mais aujourd'hui, l'Union sacrée a plus ou moins 450 députés. Mais rien ne marche toujours. Qui bloquerait, n'est-ce pas, qui n'est pas nomination du gouvernement? On nous brandit la constitution. On nous dit que c'est cette constitution ici qui ne permet pas à ce que le pays marche. C'est ça, c'est très grave. Monsieur les journalistes, vous pouvez lire avec moi. Donc à la recherche d'un bouc émissaire. Vous pouvez parcourir tous les articles de cette constitution et je vous demande de me trouver un seul article qui bloquerait la sortie du gouvernement. Vous n'allez pas me les donner. Si je vous demandais de me donner un seul article qui bloque que l'Assemblée nationale, le bureau définitif de l'Assemblée nationale ne soit pas voté, vous n'allez pas trouver cet article dans la Constitution. On nous dit que non, l'article 78, il fallait d'abord nommer, il faut nommer le Premier ministre dans la majorité. Or, cette majorité-là n'était pas connue qu'il fallait constituer et tout. Moi, je me dis, est-ce que c'était nécessaire de nommer le CG et Kabouya comme informateur pendant que l'Union sacrée, c'est connu, non? Pendant que nous étions à campagne, tous les députés de l'Union sacrée, ils étaient élus sous le label Union sacrée, Union sacrée, Union sacrée. Malgré tout, ici, ils étaient ici dans des regroupements différents. Tous de l'Union sacrée. Et après l'élection, ils ont eu 450 députés. Ils ont allé au-delà de la majorité, même, ce qu'on appelle la majorité absolue. Ils ont eu tout le nécessaire pour que le lendemain même, qu'on puisse nommer le Premier ministre. Mais on a laissé passer le temps jusqu'à aujourd'hui. On a nommé le Premier ministre après 3 ou 4 mois. On n'est pas resté par là. Le Premier ministre est nommé. Au lieu d'activer les choses pour que le bureau définitif de l'Assemblée nationale soit élu, on nous amène encore dans des aventures de primaire de l'Union sacrée pour faire sortir un ticket gagnant. C'était toujours pour faire perdre le temps. Et c'était nécessaire d'organiser ces primaires-là. On pouvait laisser tous les candidats aller aux élections. Tout le monde était confiant de lui. Tout le monde savait qu'il va gagner l'autre. Il fallait le laisser et nous présenter un bureau définitif. Pour une fois le bureau définitif est là, que le gouvernement aussi sort. En fait, ils viennent présenter le programme aussi de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. À un moment donné, j'ai suivi un communiqué signé par le bureau d'âge, le rapporteur du bureau d'âge. Il a renvoyé le dépôt de candidature à la date d'aujourd'hui. Je crois que c'est aujourd'hui que ça a commencé. Pourquoi? Parce que certains députés nationaux étaient candidats sénateurs et gouverneurs dans des provinces. Et de sur quoi ils n'étaient pas présents à Kinshasa, il a fallu repousser, renvoyer. En quoi est-ce que moi, si je suis candidat dans une province quelconque, mon absence à Kinshasa doit bloquer la marche du pays? Vous allez comprendre qu'ils sont en train de tourner à rond eux-mêmes pour bloquer les choses. Après, ils cherchent à trouver un bouc émissaire pour dire que non, si le pays ne marche pas, c'est à cause de telle ou telle autre chose. Monsieur les journalistes, je reviens encore sur la Constitution. Et c'est cette Constitution-là qui amène à ce qu'on ne travaille pas sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Est-ce que la Constitution ici bloque à ce qu'on améliore ou bien qu'on embellit notre monnaie locale? Est-ce que cette Constitution ici qui a envoyé toute une délégation de ministres congolais aller chercher le maïs en Zambie? Est-ce que cette constitution ici, qui fait en sorte que les Congolais ne puissent pas manger à sa faim, est-ce que cette constitution ici, qui fait que la guerre ne s'arrête pas à l'Est, est-ce que cette constitution ici qui fait que la justice ne soit pas indépendante, alors que la constitution dit que, en fait, la constitution ici dit que chaque pouvoir doit être autonome? Et c'est cette constitution ici qui ne veut pas qu'on puisse réduire le train de vie des institutions. La constitution que nous avons, M. Matt, à un moment donné, je crois que c'était l'année passée, disait que c'est la meilleure constitution que la RDC n'a jamais eue. Que la RDC n'a jamais eue. Mais vous allez savoir que le changement de la constitution aujourd'hui ne vise pas le bien-être de la population. Ne vise pas d'améliorer les conditions de vie de la population, mais plutôt chercher à maintenir un clan au pouvoir le plus longtemps
possible. Et je vous dis, une fois cette constitution, on la révise ou bien on la change, ça va nous basculer, si j'ai bonne mémoire, dans la 4e République. Et du coup, ça va ouvrir la voie à tout le monde de faire ce qu'il veut. Ça veut dire que Kabila aura le plein pouvoir de revenir, n'est-ce pas, comme président de la République, et personne ne va le lui refuser. Et pourtant, avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous avions combattu que Kabila ne soit pas là. Mais leur mauvaise gestion, leur mauvaise gouvernance a donné encore la place à Kabila dans le cœur des Congolais. Et pourtant, nous avions combattu Kabila pour qu'il parte. Et nous avions réussi à décrocher son départ. Mais la mauvaise gestion, la mauvaise façon de faire les choses, la non-amélioration des conditions des Congolais a donné encore la place dans le cœur des Congolais. Et c'est ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Et donc, il n'en est pas question. Le moment n'est pas bien indiqué pour qu'on touche dans la Constitution. Ouais. Parce que moi, je ne peux pas dire ici que la Constitution, elle est intouchable. Non, non. Ça doit s'adapter, n'est-ce pas, aux réalités actuelles. Mais quelles sont ces réalités-là auxquelles cette Constitution ici n'est pas adaptée? Au contraire, je pense qu'on est en train de chercher à adapter cette Constitution à la mauvaise gestion du pays. À la mauvaise gestion du pays. Regardez le petit Sénégal. On peut dire que non, le pouvoir que nous avons au Congo n'est pas pareil que le Sénégal, mais ils nous ont donné une leçon de démocratie. Dans le même mois, je peux dire même dans les 2 semaines, ils organisent les élections, il y a un premier ministre qui est nommé, à la suite, il y a tout un gouvernement qui est sorti. Ça veut dire que pendant que le président et son premier ministre étaient en campagne, ils savaient déjà, une fois nous sommes au pouvoir, tel, le nom m'échappe, sera premier ministre, tel sera ministre de ceci, tel sera ministre de cela. Mais par contre, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Congo, ils étaient là. Ils étaient là, ils ne savaient pas quoi faire. Et vous allez voir ces guégués, ça continue jusqu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a un groupe de 200 députés qui est sorti, qui s'appelle les députés républicains, qui ne veut pas du ticket présenté par l'Union sacrée. Et vous allez voir que non, c'est juste une petite famille comme ça qui veut prendre toute la République en otage. Et du coup, ça va encore bloquer la machine. Bien. Merci. Après, on va dire que c'est la Constitution. La Constitution, elle est saine. Cette Constitution-là a été votée par tous les Congolais. C'est le fruit, n'est-ce pas, d'un référendum. Mais ça veut dire qu'il faut changer la Constitution, il faut passer par le référendum. Et vous connaissez la logistique électorale. C'est comme on a été aux élections. C'est des moyens. C'est beaucoup d'argent. Est-ce que le pays en a aujourd'hui? Mais aussi, si vous lisez l'article 219, si j'ai bonne mémoire, interdit la révision de la Constitution pendant l'état de guerre, pendant l'état de siège. Une partie de notre pays est sous état de siège. Et donc, ce n'est pas le moment. Bien. Alors, ces gens diront qu'ils ne sont pas concernés. Vous n'allez pas changer la constitution pendant que Bunagana n'est pas sous la gouvernance de la RDC. Vous n'allez pas changer la constitution pendant que Rutshuru n'y est pas. Nous, lorsque nous avions voté cette constitution, je me rappelle, c'était en 2006. En 2006, le pays était unifié. Et tout Congolais a participé au vote de cette constitution ici. Et donc, j'ai fini en disant que la révision de la constitution n'est pas opportun, ce n'est pas le moment. Il faut plutôt s'attarder sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais, la situation sécuritaire, la situation économique et la situation sociale. Si on arrive à donner aux Congolais cela, Félix Tshisekedi sera grand. Bien. Merci Marius, je vous arrête là. Vous avez dépassé de 2 minutes. Je pense que votre compatriote aura le même droit. Sarah Sombe Bainde, vous avez écouté ce qu'a dit Marius Moubalama. Vous avez à dire vous aussi. 8 minutes. Merci beaucoup, cher Benz. Vous savez, j'ai le cœur qui saigne. Parce qu'il y a des moments où je me dis, mais comment dans un pays où le gouvernement seul s'octroie la grande part du lion de budget national, dans un pays où la population reste pauvre, la population présente au fait la malnutrition, la population ne mange pas à satiété, mais vous allez voir que nos autorités n'arrivent pas d'avoir au fait les priorités dans la manière de gérer le pays. Alors, s'il faudra parler de la probable révision, changement ou modification de notre constitution, je vais essayer d'être objectif en disant ceci. Certainement, il y aura un jour où la constitution serait obligée d'être changée ou modifiée. Parce que plus nous évoluons, plus les choses changent, plus la
constitution aura besoin d'un petit changement ou des modifications, révisions, je ne sais pas moi. Mais est-ce c'est prioritaire pour le moment? Je pense qu'il y avait une vidéo, je ne sais pas si ça sera possible de nous balancer cette vidéo-là. Oui, histoire vidéo, pour nous D'accord. D'ailleurs, dans cette histoire, il y a jurisprudence, parce que vous allez vous rappeler à l'époque, moi je crains que le président Tshisekedi tombe dans l'illégalité, comme il a dit l'autre fois pendant l'époque de Joseph Kabila. Je le soutiens à 100%, mais je crains qu'il puisse tomber dans l'illégalité. Aujourd'hui, changer la constitution n'est pas prioritaire. Nous assistons dans un pays où il y a la guerre, où nos mamans sont violées chaque jour. Nous assistons dans un pays où la population n'a pas accès à l'eau potable. La population n'a pas accès à l'électricité stable. La population n'a pas accès... Nous n'avons pas de bonnes routes au fait. Le prix de transport change selon que le chauffeur veut, selon les humeurs du chauffeur. C'est déplorable. Nous assistons au fait à un pays où il y a l'inflation totale. Nous assistons au fait à un pays où l'insécurité bat son plein presque partout dans la République. Parce que les gens ont tendance à croire que l'insécurité c'est seulement à l'Est. Non, même ici à Kinshasa. Je me dis qu'à un moment donné, moi je pense que l'État se retrouve faible devant le Koulouna au fait. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas cette capacité-là de pouvoir mettre fin à ce genre de pratiques. Alors, le moment est plutôt propice pour nous de pouvoir changer tout ce que je viens d'énumérer ici. Vous voyez? Nous assistons encore, comme je venais de le dire d'entrée de jeu ici, dans un pays, au fait, où nous vivons dans un pays où le gouvernement se rend chaque jour riche, mais la population reste médiocre. Le président de la République, en 2018, j'ai été contente quand Félix Tshisekedi a été élu comme président de la République, parce que je me suis dit, voilà pour nous l'occasion, parce que pour cette fois-ci, nous avions eu un président de la République congolais, parce que nous avions toujours l'habitude de dire Kabila Zanani, Kabila il n'est pas congolais, Kabila est ceci, Kabila est ceci. Il a été traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, ça m'étonnerait que le président de la République puisse tomber dans cette piège-là. Je précise, je suis de l'union sacrée. Mais être de l'union sacrée ne me donne pas en fait l'occasion de tout acclamer. Puisque je dois soutenir le président de la République, je dois être attentive à ses actions. Et je dois être à mesure de lui dire, voilà, le président de la République, ici vous avez mal agi. Au lieu de faire ceci, il faudra plutôt faire cela. Vous voyez? Et donc, par rapport à cette histoire, je n'ai même pas, au fait, beaucoup d'énergie à pouvoir gaspiller, parce que ce n'est pas prioritaire pour le moment. Moi, je pense que si nous devons parler de l'affaire changement, révision, modification de la Constitution, ça peut peut-être intervenir en 2026-2028. Mais pour aujourd'hui, concentrons-nous sur l'Est. À l'Est plutôt. Concentrons-nous par rapport à la faim, au fait, qui bat son plein dans notre pays. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, le Congo n'est pas respecté. Moi, il arrive des fois où j'ai honte, au fait, de dire tout et que je suis congolais, je suis congolaise. Vous voyez? C'est-à-dire que le président de la République doit se ressaisir et il doit voir des réalités, ou encore il doit voir les priorités qu'a notre pays. Aujourd'hui, le changement plutôt de la Constitution n'est pas prioritaire. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous sommes obligés de rester tous concentrés sur le bavire et tout ce qui est médiocre, tout ce qui est pourriture dans notre pays, entre autres, comme pour ne pas se répéter, l'insécurité, la faim et tout. Donc, le pays est encore à un niveau très bas. Et nous devons un peu essayer, en fait, de relever les niveaux. C'est-à-dire, ça nous demande maintenant de rester concentrés à l'essentiel et de ne pas aller dans tous les sens. C'est tout ce que je peux dire. Bien. Avant de passer ce chapitre, je pense que nous allons regarder la vidéo. C'est par rapport à ce que vous avez dit. Voilà. Et nous allons nous faire une idée. Allez-y. Kabila a réussi pour les cas de 19 Bandeko Bolandanga bien. Tokonyata manamboko comme jamais. Tokotika baoum. Parce que tant qu'on les cas, le 19 décembre, constitution, pression internationale.
pression à peuple na leki yango bongo sikoyo la suite ezala pasi référendum mpona changer constitution oyo eza supasi. C'est ça qu'il veut faire. Soki ameki koleka le 19 tokokota na période oyo juridiquement il n'est même pas justifiable. Impossible, tokomi na illégalité. Ce sera la loi du plus fort des Coréniens. Et comme il se sentira le plus fort, puisqu'à koleka le 19, donc comme il est le plus fort, tokokoma baumbu na ye. Il va faire un référendum pour changer constitution, à l'article verrouillé à 220, à l'ongoli limitation d'un mandat, à commis. Bien, allez-y comprendre que c'est une vidéo que nous avons pu télécharger dans nos recherches dans les réseaux sociaux, mais c'était quand même important pour voir ce qui a été dit par Monsieur Félix Tshisekedi bien avant d'être président de la République. Et toute la République aujourd'hui va regarder à la direction du chef de l'État pour se demander est-ce qu'il va se contredire ou il va dire il va faire les choses comme il a pensé il y a quelque temps. Pour ce, j'invite sur ce plateau des cadres et membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, des hauts cadres de l'Union sacrée, les proches du président de la République. Venez échanger, discuter, réfléchir au sujet de cette histoire de probable changement ou révision constitutionnelle, car je vous dis, dans les rues de Kinshasa et dans les coins importants de la République démocratique du Congo, ça fait débat. Nous allons prendre notre dernier sujet et c'est par là que nous allons clôturer notre entretien d'aujourd'hui. Gestion de conflit entre RDC et Rwanda. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas pu encore prendre en compte? Vous savez, la rue, ça parle. Hein? Les politiques aussi, ils parlent. Les experts, ils parlent. Vous vous souviendrez, nous avions reçu sur ces plateaux M. Apo Ipan en tant qu'expert internationaliste. Il nous a donné ses avis en tant qu'expert en la matière. Et nous en recevons plusieurs comme ça. Des Congolais qui pensent que ici, le chef de l'État a bien fait. Ici, il s'est trompé de chemin. Ici, il a commis erreur. Voilà l'attitude à prendre et à observer pour que l'on mette fin si rapidement à cette série des conflits qui causent pleurs, désolation, surtout dans les camps de la RDC. On n'a jamais appris que l'armée congolaise a lancé des bombes en direction du Rwanda. On n'apprend pas que 2-3 Rwandais tombent au Rwanda à cause de ces conflits, mais tous les jours c'est en RDC, comme si la mort n'était plus un événement dans notre pays. Alors c'est triste. Nous pensons qu'une mort de plus en RDC doit être considérée comme une mort de trop, parce que nous sommes trop morts et la mort, ce n'est pas ça notre style de vie ou du vécu. Marius Moubalama, que dites-vous au sujet de ce qui manque ou de ce que Félix Tshisekedi n'a pas encore pris en compte pour régler une bonne fois ces problèmes de conflit entre la RDC et le Rwanda? Permettez-moi d'abord, 8 minutes. Ce qui est bon, c'est bon. Permettez-moi d'abord par féliciter Madame Baende pour son analyse. Je ne pouvais pas m'imaginer si à l'Union sacrée on pouvait voir une telle intelligence comme ça, une intelligence indépendante et libre qui, pour lui, c'est d'abord le pays et non pas les combines politiques. Quand vous comprenez ce qu'elle a dit, c'est d'abord la RDC, les intérêts de la RDC. Merci. La révision de la Constitution, c'est un non-événement à ce moment ici, au moment où l'Est est en train de traverser des moments difficiles dans le temps de siège. Nous sommes vraiment déjà à la fin de l'émission, mais nous permettons à Madame Sarah Sombe Baende de poursuivre sa réflexion et d'achever en même temps pour clôturer. Alors, merci beaucoup, cher Ben. J'étais en train de dire ceci, que nous devons comprendre que la responsabilité de sécuriser le pays revient à nos services régaliens. Ça, c'est des 1 et je pense que le président de la République doit prendre cet aspect en compte parce que ça va nous aider à pouvoir, au fait, arranger beaucoup de choses dans la manière de gérer le pays et surtout beaucoup plus dans ce qui concerne l'insécurité qui sévit à l'est du pays. Alors, la deuxième chose que j'aimerais dire ici, j'aimerais demander à notre président de la République d'essayer un peu de faire un effort d'apprendre
de rester au pays, pourvu qu'ensemble avec la population, qu'il arrive au fait à réfléchir sur comment nous allons délivrer l'Est de notre pays. Il peut même commencer à organiser des journées de réflexion avec la population, même avec le petit peuple, parce que moi j'estime qu'il peut y avoir quelque chose de bien qui peut en fait sortir en eux, parce qu'ils ne sont pas nuls au fait. Et aussi, nous devons prendre une attitude des gens qui sont en guerre. Parce que, je vais donner l'exemple ici du président de l'Ukraine. Depuis que la guerre a commencé dans son pays, il est toujours en t-shirt. Il n'est pas dans des fêtes, il n'est pas dans des bruits et tout et tout. Et c'est la chose qui manque au fait aujourd'hui à nos dirigeants. Prenons une attitude, parce que c'est chaque jour que nous perdons en fait nos compatriotes. Et ça fait mal. Voilà pourquoi j'aimerais demander au président de la République d'essayer un peu de se ressaisir et ensemble nous puissions en fait diriger nos réflexions par rapport à ce qui passe à l'Est, pourvu que nous arrivions à trouver de bonnes solutions. Bien, merci beaucoup à vous tous, peuple congolais. Il nous reste plus que 2 minutes que je vais offrir encore à mes invités. Vous avez 1 minute, Marius, 1 minute, Madame Sarah, devant la caméra. Chacun de vous va conclure l'émission d'aujourd'hui et adresser un message particulier à des milliers de Congolais qui nous suivent à ces moments. C'est parti. Par rapport à ce que nous avions eu à partager ici comme thématique, je voulais dire seulement que l'IGF, la Cour des comptes, la Direction générale de contrôle des marchés publics et l'autorité de régulation des marchés publics doivent, donc ces différentes structures-là, doivent produire les rapports nécessaires par rapport à ces débâcles auxquels nous sommes en train d'assister au ministère des Finances, qui nous éclaircit sur tout ce qui s'est passé et que la justice puisse enquêter de cette situation-là et que les coupables ou bien ceux qui sont indexés aient le temps de s'expliquer, et que si la justice découvre des malversations financières, que les coupables soient, n'est-ce pas, condamnés. Par rapport à la situation, par rapport à cette question-là des révisions de la Constitution, nous disons que le moment n'est pas propice. Le pays est pendant la guerre, le pays est dans l'état de siège, et l'article 219 ne permet pas qu'il y ait le changement de la Constitution pendant l'état de siège. Quant à ce qui concerne la situation sécuritaire, la posture que on doit avoir, ceci a moi à placer de dire que nous, Congolais, nous devons prendre conscience de ce qui est notre situation actuelle. Nous devons savoir que nous n'avons qu'un seul pays, qui est la RDC, et qu'il n'y a que nous-mêmes qui devons nous battre pour sauver notre pays. Nous n'avons pas à compter sur les efforts des uns et des autres. Nous n'avons pas à compter sur l'effort de certaines communautés auxquelles nous sommes membres. Commençons d'abord par compter sur nos propres efforts. Et je suis certain que nous sommes capables de nous battre et mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République. Bien, merci. Madame Sarah. Alors, pour clore, en ce qui concerne les détournements, je vais dire ceci. Je pense que l'État doit réfléchir comment mettre en place un parquet financier, au fait, qui sera là juste pour au fait, juger toutes ces personnes-là qui vont détourner l'argent du contribuable congolais. Ici, je signale que l'idée est venue de notre compatriote Chris Mukendi. Il a parlé de ça dans l'un de ses articles, et voilà pourquoi j'ai voulu même emprunter au fait son idée. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la probable révision de la Constitution, j'aimerais tout simplement dire que ce n'est pas prioritaire pour le moment. Concentrons-nous à l'essentiel. Voilà. Et en ce qui concerne l'insécurité dans notre pays, j'aimerais dire à notre président de la République que la paix ne se mendie pas, la paix ne se quémande pas, la paix s'impose. Organisons-nous à l'interne, réformons l'armée, et puis nous allons voir que nous allons tirer de bons résultats. Merci. Merci.
Merci, c'était bien. C'était là le duel de ce lundi 13 mai 2024. Nous disons un grand merci à toute la grande équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette émission. Merci à vous, peuple congolais, qui avez décidé de passer tout ce temps devant vos postes pour nous suivre. Merci à nos deux invités. Je rappelle que j'ai reçu Marius Moubalama, qui est analyste de politique publique. J'ai reçu également Sarah Sombe Baende, qui est cadre du parti ADH, parti cher à Jean-Claude Baende. Peuple congolais, aujourd'hui sur Six Télévision, c'est la fête parce que tout le personnel est dans la joie, dans l'allégresse, car c'est le jour de naissance de notre directrice générale, je cite, Madame Alice Kapinga Boudimbu. Elle est née un certain 13 mai. En tout cas, je joins ma voix à celle de tous mes collègues pour dire un pétillant anniversaire à notre directrice générale, Madame Alice. Sincèrement, si vous n'étiez pas née, nous aurions demandé à l'Éternel la formule suprême de vous inventer nous-mêmes, pourvu que vous soyez notre chef, notre guide, notre chargé d'orientation et notre employeur, pourquoi pas. Et une fois encore, longévité et grâces infinies pour les centaines d'années qui vous restent dans votre parcours sur la terre. Ainsi donc, prend fin les duels d'aujourd'hui. Nos invités vont se serrer les mains et nous nous disons bye bye. Nous nous revoyons certainement à la prochaine et avec la même ambiance.